La coopération et échange Chine-Afrique seront solidifiés jusqu'en 2027. C'est l'objectif de la 9e édition du Forum de coopération sino-africaine, ouverte ce mercredi 4 septembre à Beijing. Attentat au ministère d'État, ministère de la Justice et garde de Sceaux, la police scientifique a constaté que le bureau du ministre ainsi que son antichambre font l'objet d'un empoisonnement. Une poudre blanche a été répandue sur les tables, chaises, claviers, des ordinateurs, ventilateurs, sous les tapis et documents. Et puis la rentrée scolaire lancée le 2 septembre n'a pas été effective dans les camps des déplacés au Nord Kivu. Les parents, en perte d'espoir d'un avenir éducatif de leurs enfants, ont lancé une sonnette d'alarme aux autorités. Madame, Messieurs, le point sur l'actualité, bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec cette note. L'Afrique et la Chine vont solidifier leur coopération et leurs échanges jusqu'en 2027. C'est l'objectif de la 9e édition du Forum de coopération sino-africaine qui s'est ouverte ce mercredi 4 septembre à Beijing. Une conférence de presse a été organisée afin de présenter les grandes lignes et les ambitions de cette messe économique. Reportage. Une nouvelle édition placée sous le signe du renforcement des liens. À l'occasion de l'ouverture de cette 9e édition, les représentants chinois ont dévoilé les grandes lignes de l'événement. Pour le pays de Mao Tse-tung, l'objectif principal est de solidifier la coopération et les échanges avec l'Afrique. Face à la montée en puissance de la politique de domination et de la mentalité de guerre froide, la Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité afin d'approfondir leur coopération. Nous nous soutiendrons mutuellement plus fermement sur les questions concernant nos intérêts fondamentaux et nos préoccupations majeures. Et nous travaillerons main dans la main pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement. Au cours de cette conférence, l'envoyé spécial pour les affaires africaines a aussi détaillé les points forts de cette collaboration, sécurité, commerce et investissement pour les 3 années prochaines. Ce dernier ajoute: l'Afrique possède des riches ressources naturelles et d'énormes ressources humaines. Elle bénéficie d'une urbanisation accélérée. Pour sa part, la Chine renforce ses réformes et fait progresser la modernisation du modèle chinois. La Chine dispose davantage en termes de capitaux, de technologie et d'expérience. La coopération entre la Chine et l'Afrique profite aux deux parties. Signalons que la 9e édition du Forum de coopération sino-africaine va se poursuivre avec des échanges et des accords de coopération qui s'éteindront jusqu'en 2027. Et puis le premier forum RDC-Chine s'est clôturé sous le signe du renforcement des relations économiques entre les deux États. C'est le VPM congolais en charge des transports qui a, au nom du chef de l'État, procédé à la clôture de cette assise de 2 jours ayant réuni environ 300 investisseurs congolais et chinois. C'était le mardi 3 septembre à Beijing. Regardez. Le vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était facilitateur de ces assises, a relevé les attentes du gouvernement congolais sur les conclusions de ce forum censé stimuler des investisseurs chinois à s'intéresser à la RDC. Le forum RDC-Chine s'est clôturé sous le signe du renforcement des relations économiques entre les deux États. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé qu'il soit fait un suivi pertinent pour permettre la concrétisation des ambitions de la RDC dans les différents secteurs, notamment les mines, le commerce, l'agriculture, l'industrie, le numérique et tant d'autres secteurs évoqués lors de ces assises. Le chef de l'État a en outre garanti aux investisseurs leur sécurité physique, mais aussi de leurs biens. Il faut souligner que ce forum économique RDC-Chine était l'occasion pour divers gouverneurs de la RDC de vanter tour à tour le potentiel que regorge leur province, ce dans le but de convaincre les investisseurs chinois et les pousser à venir investir en RDC. Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté les multiples opportunités d'affaires qu'offre la capitale congolaise. C'était lors d'une intervention à l'occasion du forum économique RDC-Chine organisé dans le cadre de la 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique. Suivez les propos de Daniel Bumba. Ici, il est signalé que Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants, ce qui constitue notre force productrice, notre force motrice pour notre croissance. Alors, nous avons justement le besoin
comme on a dit tantôt, en termes de voirie, des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici, je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention sur la question d'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose où nous disons que c'est très fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mis en place n'est pas voulue seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République, qui veut que nous ayons des villes assainies. Or, nous pensons que la Chine a une expérience avérée en termes de production de halieutiques et aussi tout ce qui est volaille et bétail. Donc de ce point de vue aussi, nous avons de l'espace approprié pour que Kinshasa développe justement ces genres de projets pour vous permettre d'en tirer profit en termes d'investissement et que la population quinoise aussi trouve du baume au cœur. Et puis le processus du désengorgement du centre pénitentiaire de Kinshasa doit se poursuivre pour créer de l'espace dans cette prison. La première ministre l'a rappelé ce mercredi 4 septembre à l'issue de sa visite après la tentative d'évasion. La chef du gouvernement a eu le temps de se rendre compte de l'ampleur des dégâts et surtout des violences sexuelles subies par certaines femmes ce jour-là. Patrick Issobonge, c'est beaucoup moins reportage. 48 heures après le drame qui s'est produit au centre pénitentiaire de Kinshasa, la première ministre est descendue sur place pour inspecter le site, accompagnée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre des Droits humains, des vice-ministres à la Justice et à la Défense nationale et de la directrice adjointe de ce centre pénitentiaire. Judith Soumino a visité les pavillons 2, 3, 4 et 9, ainsi que le bâtiment administratif, la cuisine, le dépôt alimentaire incendié. Cherchant à cerner le nœud du problème, la première ministre a conféré avec plusieurs pensionnaires de cette prison. La plupart ont confirmé que tout est parti du pavillon 4. Les femmes victimes des violences sexuelles au pavillon 9 ont aussi échangé avec la première ministre. Pour Judith Soumino, il faut un ravitaillement en urgence des médicaments pour une meilleure prise en charge des victimes. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elle, il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers, mais là je viens de vérifier, ils ont déjà eu la cuisine est en plein fonctionnement. La patronne de l'exécutif national a annoncé par ailleurs la poursuite du processus du désengorgement du centre pénitentiaire de Kinshasa comme prévu dans ce programme d'action. Il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible en respectant la procédure évidemment. Et les enquêtes vont continuer. Ainsi, les agents de la Société nationale d'électricité travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite le courant électrique dans cette prison. La chef du gouvernement a donné des instructions pour une autonomisation de la ligne électrique de cette maison carcérale afin de mieux sécuriser tous ceux qui y sont incarcérés. Et puis la marche pacifique organisée par les conseillers communaux de la République a produit ses effets. Ils verront très bientôt leur situation se normaliser. L'assurance a été donnée au collectif de ces élus par la première ministre Judith Soumino. C'était lors de la séance de travail tenue à la primature le mardi 3 septembre. Patrick Issou revient. En séance de travail avec la première ministre, le collectif des conseillers communaux de la République qui avait initié une marche de protestation pour faire entendre sa voix a présenté ses revendications. Il s'agit de la prise en charge des conseillers communaux et l'organisation des élections des bourgmestres. S'agissant de la prise en charge, le collectif des conseillers communaux a reçu des assurances de la première ministre. Son Excellence, Madame la Première ministre, a été très touché par notre façon de présenter la situation, une situation qu'elle connaissait déjà. Dans ses réponses, son Excellence nous a fait voir que le gouvernement, certes,
est en train de travailler sur ces dossiers. Déjà d'ailleurs, dans les derniers conseils des ministres, la question a été évoquée. Nous étions également en présence de notre vice-premier ministre, ministre des tutelles, qui nous a complété dans l'essence à dire que les dossiers que nous sommes en train de réclamer, nos réclamations, sont en train d'être traités par le gouvernement de la République. Pour ce qui est des élections des bourgmestres, ce collectif a également été assuré du processus qui a déjà été enclenché avec la CENI. Son Excellence nous a fait savoir qu'avec la CENI, il y a des discussions qui sont en cours pour voir dans quelle mesure, dans le montant global voulu par la CENI pour l'organisation des élections des bourgmestres, on peut catégoriser chaque dépense afin qu'on puisse voir la priorité qu'il faudrait aborder. Ces élus communaux ont salué la disponibilité et la volonté de la Première ministre à accompagner la mise en œuvre de la décentralisation. Il faut retenir que 915 conseillers communaux ont été élus lors des dernières élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, les vendeurs du marché de la Liberté victimes de l'incendie dans la nuit du 24 au 25 août 2024 ont reçu une aide financière d'urgence du gouvernement central, une manière de les soutenir, surtout pendant cette période de la rentrée scolaire. La cérémonie de remise de cette aide financière a eu lieu le mardi 3 septembre au jardin des Premiers à la primature. Ils sont au total 290 vendeurs victimes de l'incendie dans la nuit du 24 au 25 août dernier à bénéficier d'une aide financière d'urgence du gouvernement central. Une aide qui tombe à pic car elle va aider ces vendeurs à subvenir aux besoins de leurs enfants pendant ce temps de la rentrée scolaire. Tous ces vendeurs ont été listés grâce à une commission qui devrait identifier les sinistrés. Cela avait été exigé par la première ministre Judith Souminois lors de sa visite au lieu de l'incendie. Pour ce qui est de la reprise des activités, la même commission procédera à l'évaluation des pertes en marchandises et autres matériels en vue d'une indemnisation. Aussi, une réponse structurelle est envisagée à travers l'institution d'une commission interinstitutionnelle chargée de la problématique de la modernisation des marchés des agglomérations du pays. Ces vendeurs avaient été encouragés par la première ministre à structurer leur commerce de manière à bénéficier des avantages liés au système financier et commercial formel. Eux qui avaient tout perdu ont retrouvé le sourire grâce à ce geste du gouvernement. Ils ont salué cette action qualifiée de responsable. Merci na président, merci na maman ministre. Je dis merci à ce gouvernement, je dis merci au président de la République et à la première ministre. Ce que la première ministre a fait, on ne s'y attendait pas le moins. Nous avions des doutes à ce sujet. Elle a démontré qu'elle est une mère. Elle a regardé surtout ce moment de la rentrée scolaire et nous a, à travers ce geste, soulagés. Est-ce que likambo ekozala solo? Mais tout le monde pensa et comme à solo. J'avais espoir à la parole de la première ministre et j'ai vu sa concrétisation. Je lui dis donc merci là où elle est, que le Dieu du ciel la bénisse et qu'il ne l'oublie jamais. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué, près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa et d'un député national de la circonscription de la Tchangou. Et tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux porte la connaissance du public à la suite du communiqué numéro 31 de son cabinet du 2 septembre. La police scientifique a constaté que son bureau ainsi que son antichambre font l'objet d'un empoisonnement. Une poudre blanche a été répandue sur les tables, chaises, claviers des ordinateurs, ventilateurs, sous les tapis et documents. Il a été constaté en outre un liquide versé au réfrigérateur. On en parle avec Nico Kassanda. Dans un communiqué publié le 2 septembre 2024, le ministère de la Justice a révélé la découverte d'un empoisonnement orchestré dans ses locaux. Après une enquête menée par la police scientifique et selon de premières constatations, plusieurs substances toxiques et nuisibles ont été détectées dans le bureau du ministre d'État ainsi que dans son antichambre.
Parmi ces éléments figure notamment une poudre blanche suspecte retrouvée disséminée sur les tables, chaises, claviers d'ordinateur, ventilateurs, sous le tapis et même dans des documents officiels. Ces substances non encore identifiées pourraient être un poison en poudre hautement toxique au contact ou à l'inhalation. Un liquide suspect a été également découvert dans le réfrigérateur du cabinet, laissant craindre une contamination des aliments et boissons, rendant toute consommation potentiellement mortelle. Aussi, les toilettes du cabinet ont également été la cible d'une intoxication par gaz piquant dégagé par un produit chimique toxique susceptible de provoquer des irritations sévères ou des complications respiratoires pour toute personne exposée. Face à cette situation alarmante, plusieurs membres du cabinet qui ont été en contact avec ces substances ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Ils sont actuellement pris en charge par les services de santé compétents, tandis qu'une enquête approfondie est en cours pour déterminer l'origine de cet acte criminel. Le ministère de la Justice prend cette affaire très au sérieux et appelle à la vigilance maximale. Les autorités promettent de faire toute la lumière sur cette affaire et de poursuivre les auteurs de ce crime odieux. En attendant, les locaux concernés restent fermés pour une décontamination complète. La situation reste sous étroite surveillance et d'autres informations seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. En province, échange le mardi 3 septembre entre le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, reçu par le gouverneur militaire Nicolas Berlanga Martinez, était allé confirmer l'implication de l'Union européenne dans les efforts de la quête de la paix dans cette partie du pays. On en parle avec Affaire Mevita. La deuxième mission de l'ambassadeur de l'Union européenne sur le sol iturien sous état de siège consiste à confirmer l'implication de l'Union européenne à appuyer les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri. Depuis ma première visite, moi j'ai exprimé que pour l'Union européenne, la province de l'Ituri serait une priorité. Demain, on va sur un projet d'appui à la réforme de la sécurité et de la justice. On va avoir l'opportunité de donner visibilité à quelques travaux et quelques équipements qui vont être livrés à la province de l'Ituri. Cependant, les efforts de la paix conjugués par le gouvernement provincial de l'Ituri a une fois de plus marqué l'attention de Nicolas Berlanga Martinez. Je peux voir depuis ma dernière visite qu'il y a eu des progrès dans le sens de récupérer de l'espace en faveur de l'État, des institutions de l'État, des institutions provinciales. Et dans ce sens, on ne peut que féliciter et remercier les efforts des forces armées, de la police et des communautés en faveur de ces recherches de la paix. À cette occasion, le numéro 1 de l'Union européenne en RDC a profité pour interpeller la population iturienne sur les violences faites contre les femmes, un fléau qui ronge la partie est du pays. Dans les efforts déjà énormes qui font les institutions provinciales, je voudrais faire un appel à la conscience citoyenne en faveur de la lutte contre ces violences contre les femmes. Signalons que depuis un certain temps, la province de l'Ituri enregistre de plus en plus les visites des partenaires de taille, un bon indicateur pour cette province sous état de siège. On change de chapitre, des nouveaux combats entre le M23 et les combattants Wazalendo signalés à Massissi et à Rutshuru en plein cessez-le-feu. Selon la société civile locale, les Wazalendo ont repoussé les rebelles du M23 qui voulaient déborder de leur position ce mercredi 4 septembre 2024. Le reportage est signé Rachel Liwala. Les Wazalendo et les M23 se sont affrontés sur plusieurs collines surplombant la cité de Bwerimana dans les territoires des Massissi. Selon les présidents de la société civile de Bwerimana, les combattants ont réussi à repousser le rebelle après des échanges de tirs qui ont duré plusieurs dizaines de minutes. Échange de tirs par rapport à un mauvais mouvement que les M23 ont commencé à faire vers les positions des
nos éléments VDP. Et maintenant, nos VDP, ils ont répliqué et ils ont réussi à repousser l'ennemi. Mais pour le moment, c'est calme. Il n'y a pas vraiment un problème. Les VDP, ils ont contenu ce petit mouvement-là. Ils les ont vraiment repoussés jusqu'à une distance là vraiment considérable. C'était autour de 6h, 7h moins. Les gens n'ont pas fui, les enfants ils sont à l'école. En tout cas, comprenez que nous sommes résistants. Hein. Et on est en train de les apaiser, on est en train de passer les messages comme quoi il n'y a pas de soucis. Et la population est vraiment stable, il n'y a pas de soucis. Parce que ce sont eux qui ont effectué un mauvais mouvement vers les positions des VDP. Comprenez que les VDP n'allaient pas cette heure. Et c'est comme ça qu'ils ont provoqué cet échange-là. Ici est noté que ce combat reprenne sur les différentes lignes dans les territoires des Massissi et des Rutshuru, alors que le gouvernement congolais et rwandais se sont convenus, sous la médiation de l'Angola, depuis environ un mois, d'un cessez-le-feu. En reste en province, le commandant de la 34e région militaire a mis fin au système de mise en location des maisons aux militaires par d'autres au camp Katindo à Goma. Cette mesure est intervenue à la suite d'un incendie qui a coûté la vie à une mère et ses 2 enfants. Une commission a été mise en place pour statuer sur ces cas. Il est demandé à tous ceux qui vivent dans cette situation de pouvoir la dénoncer. On en parle avec Patrick Issobong et Sebokuma. C'est une visite de commandement qu'a effectué le commandant de la 34e région militaire et commandant task force au camp Katindo à Goma. Le général-major Dieu Gentil Alain Bian Zambé s'est personnellement rendu compte des dégâts matériels survenus lors de l'incendie qui s'est déclaré sur ce lieu. Il a déploré la mort d'une mère et ses 2 enfants qui ont péri dans les flammes. Ainsi, le commandant de la 34e région militaire va rappeler aux occupants de ce camp militaire qu'il ne peut y avoir des bailleurs dans cette enceinte. C'est un camp militaire et non un camp civilo-militaire. Nous déplorons un comportement qui a vu le jour au sein de ce camp où les militaires font louer des maisons à leurs homologues ou à des civils. Nous avons mis en place une commission pour ce cas. Nous appelons tous les militaires qui se font louer de maisons à les dénoncer. Profitant de son passage au camp Katindo, le général-major Dieu Gentil Along Bianzambé a visité les militaires Wazalendo blessés, internés à l'hôpital militaire régional de Goma. Il les a reconfortés au regard du patriotisme qu'ils démontrent dans la lutte contre les rebelles du M23 RDF. Soyez rassurés que les autorités ne vous abandonneront pas. De la même manière qu'elles vous prennent en charge à l'hôpital, c'est de cette même manière qu'elles vous prendront en charge toute votre vie. Ne soyez pas découragés, la nation vous sera reconnaissante par votre engagement à la défense de la patrie. Pour boucler sa tournée au camp Katindo, le commandant de la 34e région militaire a visité la nouvelle morgue en construction. Celle-ci a une capacité de 96 corps. Sa construction a été financée par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis la date du 2 septembre qui marquait la rentrée de classe n'a été qu'une illusion pour la majorité des parents vivant dans les camps de déplacés de la province du Nord Kivu. Les parents perdent d'espoir d'un avenir éducatif pour leurs enfants, lancent une sonnette d'alarme aux autorités. Ces derniers plaident pour le retour de la paix pour leur permettre de regagner leur territoire en vue de sauver cette année scolaire. Suivez. Des milliers d'enfants au Nord Kivu sont privés année après année de leur droit à l'éducation. Fouillant les combats, plusieurs familles laissent tout derrière elles. Les enfants à l'âge de se rendre à l'école sont toutefois sacrifiés, alerte des parents qui disent en avoir marre. Après avoir fui, personne n'a été capable de trouver les moyens pour que nos enfants puissent être scolarisés. Et cette situation nous fait terriblement souffrir. Nous ressentons beaucoup de regrets car nos enfants ne pourront pas encore aller à l'école cette année, tout comme l'année dernière. Cela nous fait énormément de peine. Du côté des écoles, plusieurs absences sont constatées pour diverses raisons qu'avance cet enseignant. À part la guerre, il y a d'autres qui causent à ce que les enfants n'étudient pas. Par exemple, chômage de certains parents. Vous savez que
il y a beaucoup de ces parents qui travaillent au niveau des territoires là occupés par la guerre. Et tous ces parents-là ne travaillent pas. Espérons que les efforts seront redoublés pour permettre aux enfants déplacés de regagner le chemin de l'école et ainsi préparer leur avenir. On revient à Kinshasa. Le parti politique Biso Peuple, membre de l'Union sacrée de la nation soutenant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénonce avec la dernière énergie l'utilisation abusive de sa dénomination par un groupe d'individus s'identifiant comme cadre de concertation politique et sociale. C'est le bureau politique de ce parti qui a fait cette dénonciation à travers une déclaration lue ce mercredi 4 septembre à l'issue d'une réunion d'urgence tenue au siège du parti. Nico Kassanda et Didier Moulamba étaient sur place. À travers sa déclaration faite ce mercredi 4 septembre par son bureau politique, le parti Biso Peuple dénonce l'utilisation abusive de sa dénomination. Le parti politique Biso Peuple a appris par la voie des médias un communiqué signé en date du 2 septembre 2024 par un groupe d'individus s'identifiant comme membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales. De ce fait, le bureau politique de Biso Peuple s'est réuni pour examiner ce communiqué dont le nom de Biso Peuple était repris en annexe des partis et mouvements signataires. Eu égard à ce qui précède, le bureau politique rejette son appartenance à ce prétendu bastion de résistance et déclare ce qui suit. Point 1. Le parti politique Biso Peuple n'est ni de près ni de loin concerné par ce communiqué des cadres de concertation des forces politiques et sociales. Point 2. Le parti politique Biso Peuple dénonce l'utilisation abusive de sa dénomination par un groupe d'individus. Point 3. Le parti politique Biso Peuple, et reste membre de l'Union sacrée de la nation, famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Point 4. Biso Peuple réaffirme son attachement aux valeurs citoyennes et républicaines, de la solidarité et de vivre ensemble, et condamne tout acte contraire à celle-ci. Point 5. Biso Peuple se réserve le droit d'ester en justice toute personne userait de sa dénomination. En définitive, le bureau politique de Biso Peuple reste convaincu que les autorités compétentes feront le nécessaire pour faire taire tout malentendu par rapport à sa dénomination et réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Partisans de la paix, l'unité et la cohésion nationale, Biso Peuple s'insurge contre tout propos séparateur. Et pour finir, en dehors de nos frontières, au moins 12 migrants ont trouvé la mort mardi lors d'une tentative de traversée de la Manche en direction de l'Angleterre. Leur embarcation de fortune s'est disloquée dans le nord de la France lors du périlleux voyage que plusieurs autres dizaines de migrants ont encore amorcé ce mercredi. Regardez. Après le drame qui s'est produit, les autorités françaises ont indiqué que les opérations étaient en cours afin de porter secours aux migrants à bord du petit bateau pneumatique en cas de difficulté. Encore une fois, si nous voulons décourager ces filières de passeurs, nous devons absolument travailler avec la même législation d'immigration avec nos amis britanniques. Pendant très longtemps, le gouvernement conservateur n'a pas voulu, je le regrette, malgré la très bonne relation qu'on avait avec eux. Payer ne suffit pas pour empêcher les passages, il faut qu'ils changent leur législation et qu'ils nous aident à travailler comme un pays voisin, ami, avec des personnes qui ont le droit à l'asile partout sur le territoire européen. Merci. Ce naufrage survenu mardi fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début de traversée de la Manche sur les petits bateaux de fortune. Le canot s'est retrouvé en difficulté avec plus de 60 personnes à bord selon la préfecture maritime de la Manche. On va prendre les grands titres tout de suite.
La coopération et échange Chine-Afrique seront solidifiés jusqu'en 2027. C'est l'objectif de la 9e édition du Forum de coopération sino-africaine, ouverte ce mercredi 4 septembre à Beijing. Attentat au ministère d'État, ministère de la Justice et garde de Sceaux, la police scientifique a constaté que le bureau du ministre ainsi que son antichambre font l'objet d'un empoisonnement. Une poudre blanche a été répandue sur les tables, chaises, claviers, des ordinateurs, ventilateurs, sous les tapis et documents. Et puis la rentrée scolaire lancée le 2 septembre, elle n'a pas été effective dans les camps des déplacés au Nord Kivu. Les parents, en perte d'espoir d'un avenir éducatif de leurs enfants, ont lancé une sonnette d'alarme aux autorités. Madame, Monsieur, c'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir et bonsoir.